Nous allons passer la parole à monsieur le professeur Souleymane Bachir Diagne. Bachir est un homme d'inspiration. Il est un monument, un magma intellectuel. Mais Bachir, ce n'est pas que l'intelligence, ce n'est pas que l'esprit, mais c'est l'humilité. Et nous, on a lancé le gingembre littéraire en Suisse, à Genève, sous sa présidence. Il nous a guidés, il nous a accompagnés, il a prié pour nous et continue à prier pour nous. Je vous salue, professeur, et je vous donne la parole. Merci. Merci infiniment, jeune frère. Je suis comme ceux qui ont, comme le cher Sylvain Gallo, je suis quelqu'un qui ne te dit jamais non. Et donc, je suis heureux d'avoir pu répondre à ton invitation. Et je voudrais te remercier Anne-Cécile, que j'ai le plaisir d'avoir rencontrée pour la première fois aujourd'hui, de l'invitation qui m'a été adressée et de l'honneur qui m'est fait en me demandant de dire quelques propos de conclusion. Est-ce que je puis me permettre, en vous saluant, Madame, Monsieur les ambassadeurs du Niger, est-ce que je puis me permettre de signaler que j'ai l'honneur d'avoir été le professeur de Bazoum. Oh, wow. C'est une marque, il marque toujours ce lien profond que nous avons d'avoir partagé la réflexion philosophique chaque fois que j'ai eu le plaisir et l'honneur de le rencontrer, et je voudrais véritablement le signaler ici parce que c'est un homme de fidélité. Alors, un propos de clôture au terme d'une journée de présentation et de débat de grande richesse doit d'abord faire un constat. Le constat est que notre rencontre a bien répondu aux attentes, qui étaient celles du gingembre littéraire, qui étaient celles du monde diplomatique, car cette rencontre a permis de voir profond et de voir large sur ce sujet urgent aujourd'hui de la refondation du lien entre l'Europe et l'Afrique. Et nous avons mené ces présentations, nous avons mené ces débats sans langue de bois aucune, en mettant les pieds dans le plat quand il fallait et en sautant à pieds joints dans les sujets qui fâchent, comme dirait notre frère ivoirien, le piment y était. Je viens d'utiliser l'expression voir profond et voir large. Cette expression, je l'emprunte au père de la prospective, le philosophe Gaston Berger, qui définissait ainsi ce que signifie l'attitude prospective. Et soit dit en passant, il y a au moins deux grandes raisons d'évoquer la mémoire de Gaston Berger dans une rencontre comme la nôtre. Premièrement, parce que dans sa biologie même, il représente ce lien entre l'Europe et l'Afrique, et plus précisément entre la France et le Sénégal, puisqu'il a grand-mère sénégalaise saint-louisienne et qu'il était responsable de l'éducation en France et père de la prospective. La deuxième raison, évidemment, étant que, justement, il s'agit dans la rencontre que nous avons eue, qui est en train de se terminer, pour l'essentiel d'une réflexion prospective. Poser les questions de la manière suivante. Quelles actions devons-nous entreprendre aujourd'hui en vue d'un futur souhaitable à co-construire dans la relation entre l'Europe et l'Afrique? C'est, me semble-t-il, la bonne manière de poser la question de la refondation. Bien entendu, dans cette démarche qui doit regarder l'avenir, car après tout, la meilleure manière de retisser un lien, de faire communauté, c'est de regarder dans la même direction et de se fixer des objectifs communs. Il n'en demeure pas moins, évidemment, que l'histoire dans cette démarche a toute son importance et elle a d'abord son poids. Nous en avons pris toute la mesure. L'histoire entre l'Europe et l'Afrique est une histoire qui pèse et ce poids, il faut l'affronter et fort heureusement, c'est ce que nous avons fait pour l'essentiel dans les débats que nous avons eus. Cette histoire, ce poids, il faut évidemment en tenir compte, c'est-à-dire qu'il faut penser et penser
avec les deux orthographes possibles, comme l'a indiqué Ramatoulaye, une relation qui a été une relation jalonnée de souffrance, mais qui aussi porte des promesses qu'il nous faut savoir identifier et magnifier, et qui doivent nous donner une certaine orientation. Évidemment, il lui faut une politique de la mémoire. Cela a été dit depuis ce matin. Cette politique de la mémoire suppose une chose, c'est que l'Europe prenne toute la mesure du fait que l'Afrique est aussi en Europe. On a évoqué très rapidement, ça a été fait dans la salle, la diaspora. Il y a, de même qu'il y a une européanisation de l'Afrique et du monde, par suite de la colonisation, il serait absurde de nier le devenir européen du monde, il y a une africanisation du monde, il y a un devenir européen du monde. Et lorsqu'en Europe, des mouvements politiques, des partis politiques se constituent sur la base d'une défense frileuse des cultures européennes contre l'ensauvagement qui viendrait d'ailleurs, c'est là aussi que se situe le problème. Il y a donc ce travail de mémoire à effectuer, que l'Europe doit effectuer sur elle-même et s'accepter dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde où l'Europe est également africaine. Et s'il y a un symbole à penser, à véritablement explorer, qui nous indique la réalité de cette européanisation de l'Afrique et de cette africanisation de l'Europe, ce symbole pourrait être celui des restitutions. Et je reviens des restitutions des objets de l'art classique africain. Je reviens au titre et surtout au sous-titre qui a été celui du rapport remis par mes amis Bénédicte Savoy et Felwine Sarr au président Macron à la suite du discours de Ouagadougou. Restitution de l'art africain avec comme sous-titre vers une nouvelle éthique relationnelle. Il me semble que ce sous-titre pourrait être le symbole même de ce que nous cherchons. C'est-à-dire qu'il faut évidemment travailler à rapprocher les mémoires, à conjuguer les mémoires, à tenir compte de l'histoire, mais en orientant cela vers le tissage de cette éthique relationnelle dont parle Bénédicte Savoy et Felwine Sarr. Je crois que tout est là. Du côté maintenant de l'Afrique, il faut que nous prenions la mesure de l'Afrique nouvelle. L'Afrique avec laquelle il s'agit, non peut-être pas de refonder des relations, mais d'inventer des relations nouvelles, ainsi que cela a été dit par mon beau-frère Chertian Gall. Quelle est cette Afrique avec laquelle il est question de constituer un lien nouveau aujourd'hui? Ce n'est plus l'Afrique qui, en l'an 2000, avait inspiré au journal The Economist ce titre, The Hopeless Continent. The Economist publie un texte avec comme titre The Hopeless Continent. C'était le sommet de ce que l'on a appelé l'afro-pessimisme, c'est-à-dire cette philosophie selon laquelle le problème de l'Afrique, ce sont les Africains. La raison pour laquelle l'Afrique était dans la situation où elle était, c'était que les Africains n'étaient pas des Suisses. Eh bien, ils ne le sont toujours pas. Cela n'a pas empêché The Economist, 10 ans plus tard, d'avoir comme titre cette fois-ci Africa Rising. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre The Hopeless Continent et Africa Rising? Nous avons affaire aujourd'hui à une Afrique qui a pris conscience d'elle-même, qui est en train de prendre conscience d'elle-même. Des atouts que représentent ces ressources. Des ressources naturelles, bien entendu, mais aussi des ressources démographiques, sa population jeune, pourvu que cette population soit bien formée et mise en situation d'entreprendre, d'innover et de créer. C'est vrai que la démographie africaine peut être considérée comme un problème. Ces jeunes, il faut les nourrir, il faut les déplacer, il faut les mettre à l'école, il faut mettre suffisamment de maîtres devant eux. Les problèmes d'éducation ont été soulignés par Ramatoulaye ce matin. Bref, il semble être un poids. Mais il en est du poids, le poids doit se penser en physicien. La force d'inertie, ce qu'on appelle l'inertie, c'est ce qui résiste au mouvement. Mais la force d'inertie, c'est également une fois que les choses sont déclenchées, on ne peut plus les arrêter.
Et là, de ce point de vue-là, la jeunesse africaine va représenter cette force d'inertie et il faut que nous sachions compter avec cela. Cette Afrique nouvelle, cette Afrique qui s'est mise en place, elle est en train, et elle va le faire de plus en plus, de construire son propre agenda, qui est l'agenda d'un panafricanisme revivifié. C'est vrai qu'il y a des raisons de douter de la direction que prend le panafricanisme, lorsqu'on voit les fragmentations, lorsqu'on voit des paroles malheureuses sembler casser l'Afrique en deux, refaire du Sahara une espèce de mur entre deux mondes. Il n'en demeure pas moins que l'Afrique vient de se doter de cette zone de libre-échange, ZLECAf. Et ZLECAf, semble-t-il, est en train de développer le commerce interne à l'Afrique au rythme de 15%, je parle sous le contrôle de Salif Sy, au rythme de 15% par an. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Ça veut dire que la direction est prise. Et pourquoi est-ce que c'est important ceci? Malgré les hauts et les bas. Ça veut dire que l'idéal fédéraliste, au fond, s'est aujourd'hui réveillé, enfin. Évidemment, cet idéal fédéraliste est mis en mal ici ou là. On vient d'insister, et à juste titre, sur la crise au Sahel aujourd'hui. Et cet idéal fédéraliste ne peut avoir de sens que lorsqu'il est partagé par des États démocratiques. Or, les récents développements en Afrique, comme dans le reste du monde d'ailleurs, nous montrent que la démocratie est en très mauvaise santé aujourd'hui. Elle tousse encore plus que Chertidan Gadio partout dans le monde et en particulier dans notre région africaine. Il n'en demeure pas moins que l'Afrique est en train de développer des relations et des partenariats. Et dans ces relations et dans ces partenariats, il faut compter le fait que l'Afrique entend aujourd'hui également développer des relations avec elle-même. Cela veut dire que les pays africains eux-mêmes sont en train d'avoir des politiques africaines. L'Afrique qui entend que les partenariats soient refondés, c'est l'Afrique qui entend justement que ces partenariats prennent en compte son propre agenda. Ce qui a manqué jusqu'à présent, ce qui a établi une asymétrie dans les relations entre l'Europe et l'Afrique, c'est que l'Europe avait son agenda et que l'Afrique, elle, ne semblait pas avoir d'agenda. La construction d'une Afrique qui n'est plus l'Afrique des liens verticaux des pays avec les anciennes puissances coloniales. Liens symbolisés par le fait que vous avez la plupart des infrastructures sont des routes ou des voies de chemin de fer qui vont du point d'extraction jusqu'à la côte, jusqu'au port. Il s'agit maintenant de mailler l'Afrique, d'une Afrique qui demande à être maillée par des réseaux et par des infrastructures, parce que c'est ainsi que l'on construit l'espace africain lui-même et qu'on offre cet espace africain à la capacité d'entreprendre des Africains, parce que ce continent, personne ne le construira à leur place. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre d'un agenda, par exemple, qui indique la priorité qui doit être accordée aux infrastructures, de telle sorte que l'Afrique soit véritablement une, que l'on puisse, par exemple, prendre sa voiture et depuis Dakar, sans rupture de charge, arriver jusqu'à Lagos. Aujourd'hui, c'est le cas. Il faut que ça soit le cas de plus en plus, et cela étant au sommet de l'agenda africain, on ne s'étonnera pas que la Chine ait, sur le continent africain, l'importance qu'elle a. Ça n'était pas la tradition des puissances européennes d'investir dans les infrastructures. On estimait qu'il y avait très peu de rendement, de retour sur investissement dans les infrastructures. La Chine présente l'intérêt pour les pays africains d'investir dans les infrastructures, c'est-à-dire de faire en sorte que l'Afrique soit l'Afrique, c'est-à-dire un espace unifié, un espace le plus homogène possible. On a raison de dire il faut se méfier, il faut faire en sorte qu'on ne soit pas prisonnier de la dette, mais il y a de bonnes et de mauvaises dettes. S'endetter pour cela, s'endetter pour être l'Afrique, cela a un sens et de toute façon, tout le monde est endetté vis-à-vis de la Chine. Ce n'est pas pour rien qu'elle est aujourd'hui la deuxième puissance mondiale et qu'elle va être dans moins d'une génération, semble-t-il, la première puissance mondiale. Il faut donc que tout le monde en tienne compte et que l'Afrique réfléchisse à cette situation depuis l'Afrique elle-même, selon ses propres perspectives et selon ses propres intérêts.
Nous avons affaire donc à une Afrique qui pense la totalité du monde depuis son lieu propre et qui n'est pas enfermée dans ses particularismes. Vous savez que le programme de l'agrégation d'histoire en 2022 et maintenant en 2023, c'est toujours les sociétés africaines dans le monde. Les sociétés africaines dans le monde, ça a déraciné beaucoup de potages, beaucoup d'agrégatifs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de publications sur les sociétés africaines dans le monde. On n'a pas l'habitude d'inscrire l'Afrique dans le cours du monde. L'une des premières interventions ce matin, celle de Jeanne, ça a été d'évoquer Hegel et sa manière de partager l'Afrique. D'en détacher d'abord l'Égypte en disant que cette civilisation brillante ne pouvait pas appartenir au continent africain, d'en détacher d'une certaine manière l'Afrique du Nord en disant que puisque l'Afrique du Nord est baignée par la Méditerranée, véritablement l'Afrique du Nord devrait appartenir à l'Europe et en être une sorte de prolongement colonial. Peut-être que ceci ferait plaisir au président tunisien. Eh bien, restait, disait-il, l'Afrique proprement dite, c'est-à-dire l'Afrique au sud du Sahara. Or, et c'est là que l'histoire est importante et que l'histoire éclaire le présent. Il suffit de lire les ouvrages de nos amis, de Ibrahim Choub jusqu'à Mamadou Diouf, sans compter évidemment la monumentale philosophie de l'histoire, histoire et philosophie de l'histoire de Cheikh Anta Diop, pour se souvenir que le Sahara n'a jamais été un mur entre deux mondes. Le Sahara a toujours été parcouru par des voies transsahariennes, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agira de revivifier le panafricanisme, il s'agira aussi de revivifier la pensée des pères fondateurs comme Nkrumah, comme Cheikh Anta Diop ou comme Gamal Abdel Nasser. On a rappelé tout à l'heure et à juste titre que les pays qui s'étaient le plus distingués dans le panafricanisme, c'était aussi l'Égypte et l'Algérie, et qu'il s'agit de construire cette Afrique du Cap au Caire, et non pas sur un panafricanisme qui ressemble de temps en temps aujourd'hui dans les discours que l'on entend et que surtout on dit dans les réseaux sociaux, à un panégrisme plutôt qu'à autre chose. Et à propos du panégrisme, il est bon de citer Léopold Sédar Senghor, qui nous rappelait que le seul pan qui vaille, c'est le pan-humanisme. Justement, sur le pan-humanisme, l'Afrique a des leçons à apporter au reste du monde. Nous vivons, cela a été dit ce matin par Ramatoulaye, et ce n'est pas parce que c'est ma sœur que je la cite à ce propos, dans un monde fragmenté, dans un monde de tribalisme, dans un monde d'ethnonationalisme qui explique évidemment les guerres que nous voyons et les égoïsmes qui se font jour. Pourtant, ce monde aujourd'hui aussi nous enseigne la nécessité où nous sommes de penser de manière cosmopolitique, de penser une humanité comme agent politique, une humanité réunie et qui déciderait en tant qu'humanité et non pas en tant que des nations fragmentées et enfermées dans leurs ethnonationalismes. La pandémie nous a rappelé que nous étions une seule et même espèce humaine. Nous avons également découvert que pour la première fois, en tant qu'humains, nous sommes devenus une force géologique. Ceci est nouveau. Nous sommes devenus une force géologique comme les grandes forces géologiques qui ont fait par exemple disparaître les dinosaures. Ça veut dire qu'en tant qu'humanité, nous avons la capacité de détruire notre planète et de nous détruire en même temps. Ceci n'était jamais arrivé dans les différentes ères qui depuis des millions et peut-être des milliards d'années, je ne sais pas, ont présidé à la naissance de la Terre. Ça veut dire que nous avons une responsabilité aujourd'hui accrue, la responsabilité de véritablement agir dans notre monde en tant que nous sommes une humanité une. Et de ce point de vue-là, l'Afrique a toutes les raisons également de prendre sa place dans ces discussions, de prendre sa place dans la proposition et dans le projet d'inventer un humanisme pour le XXIe siècle. Dernier point, parce qu'on pourra, en ayant insisté sur le fait que l'Afrique pense la totalité du monde à partir de son lieu propre, poser la question qui a été posée tout à l'heure dans la dernière table ronde. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier un axe particulier Europe-Afrique? Pourquoi cette Afrique qui voit loin, qui voit large, qui voit la totalité, qui pense la totalité du monde depuis son point de vue propre,
devrait privilégier un axe Europe-Afrique. Lorsque la question a été posée à Giliaby, il a répondu d'un mot qui est effectivement le mot qu'il faut mettre en avant, proximité. Il suffit de savoir lire une map monde pour se dire qu'en effet, l'idée, en reprenant un mot qui a très mauvaise presse aujourd'hui, l'idée d'une Eurafrique a une signification géopolitique réelle, à condition évidemment que nous sachions nous-mêmes définir ce concept, l'habiter et l'orienter. Cette nécessité est réelle. Je l'ai dit, elle tient au fait que nous sachions simplement lire une carte. Et justement, si nous savons lire la carte, et si nous prenons au sérieux le titre même de notre rencontre que je vais évoquer pour terminer, il s'agit de penser véritablement une relation entre l'Europe en tant qu'Europe et l'Afrique en tant qu'Afrique. C'est-à-dire européaniser cette relation à fonder et africaniser cette relation. Je m'explique en prenant un point précis. Le franc CFA. Un des sujets qui fâche, je suis sûr qu'il a été évoqué, malheureusement c'est à une table ronde que j'ai dû manquer. C'est absurde de considérer qu'on peut continuer à avoir une monnaie qui serait accrochée à l'Europe, mais sans être véritablement accrochée à l'Europe et à l'euro, puisqu'elle entre dans l'euro en étant un chapitre du Trésor français. Si on prend au sérieux la refondation du lien, il faut déjà se rendre compte que ce franc CFA n'aurait dû jamais continuer à s'appeler franc. C'est Raymond Aron qui parle de la bêtise, du rôle de la bêtise dans l'histoire. Voilà un cas précis de bêtise dans l'histoire. Tout en étant ce qu'il est, ce franc aurait dû déjà, dès l'origine, s'appeler autrement que franc. Mais enfin, le mal est fait. On en sort comment? On en sort évidemment dans une perspective africaine, c'est-à-dire selon un agenda africain, d'avoir une monnaie commune, peut-être pour la CEDEAO, peut-être pour l'ensemble panafricain. Je ne suis pas économiste et je ne m'aventurerai pas dans ce champ-là, mais qui aurait un lien direct avec l'euro, c'est-à-dire pas seulement avec le trésor français, mais également avec l'Allemagne. L'Allemagne est son mot à dire. Le Danemark, dont effectivement il ne brille pas probablement par une politique africaine ou sahélienne, mais enfin, comme l'euro a vocation à devenir la monnaie européenne, tous ces pays devraient faire à ce moment-là accord avec une Afrique qui elle-même aurait son propre agenda. Et ceci correspondrait à une vision qui a été celle de Senghor. Au moment où l'Europe était en construction, Senghor avait écrit un article dans Le Monde, c'est le moment de le citer puisque c'est le monde qui nous accueille et qui nous abrite et qui nous donne l'hospitalité, eh bien, avait écrit un article dans Le Monde disant qu'il fallait que cette construction horizontale de l'Europe ait un équivalent en Afrique, une Afrique qui construirait les États-Unis d'Afrique, une autre horizontalité, et que ces deux horizontalités soient reliées de manière verticale, géopolitiquement. Et je crois que cette verticalité qui relierait deux horizontalités forme une croix de Lorraine, si je ne me trompe pas, sur la signification du symbole de la croix de Lorraine. Il me semble qu'une croix de Lorraine qui brillerait de mille feux au milieu de la géopolitique mondiale serait véritablement une promesse tout à fait lumineuse pour cet humanisme du XXIe siècle que nous avons la responsabilité de créer. Merci.